Et si je te disais que tu n'es pas si loin de la vie que tu veux, mais que tu regardes au mauvais endroit? Oui, toi. Tu fais des efforts, tu établis des plans, tu poursuis des objectifs, et pourtant, quelque chose ne s'aligne pas. Rassure-toi, ce n'est pas la malchance. Ce n'est pas non plus l'univers qui conspire contre toi, même si parfois ça en donne l'impression. La clé n'est pas d'en faire plus, mais de mieux comprendre. C'est là qu'intervient la philosophie stoïcienne, une manière brutalement honnête de voir la vie. Elle ne promet pas de miracles, mais des résultats réels. Il ne s'agit pas d'attirer comme par magie, mais de devenir quelqu'un capable de mériter et de soutenir ce qu'il désire. Et attention, ce que tu vas découvrir peut te déranger, mais aussi tout changer. Si tu restes jusqu'au bout, tu comprendras pourquoi. Chapitre 1. Comprendre ce que tu mérites vraiment. Il y a une question que presque personne ne se pose sérieusement. Une question que la plupart évitent, parce qu'elle donne le vertige. Sais-tu vraiment ce que tu mérites? Pas ce que tu désires. Pas ce que tu vois chez les autres et que tu penses devoir être à toi. Mais ce que tu mérites. Et il y a une différence énorme entre les deux. Nous vivons à l'ère du désir immédiat. Tu ouvres ton téléphone et, en 30 secondes, tu as déjà vu plusieurs personnes qui possèdent ce que tu veux. Le corps, le couple, le business, la vie que tu imaginais à 20 ans. Sans t'en rendre compte, tu commences à croire que toi aussi tu le mérites. Que cette voiture, cette relation, ce niveau de vie t'appartiennent. Simplement parce que tu les désires intensément, parce que tu les visualises chaque soir avant de dormir. Mais les stoïciens l'avaient déjà compris il y a plus de 2000 ans, et ils l'ont dit sans détour. Le désir sans vertu n'est que du bruit. C'est comme demander à un arbre de donner des fruits sans jamais l'avoir arrosé. L'arbre ne te doit rien. La vie non plus. Alors, que mérites-tu réellement? Voici la partie qui peut déranger. Et si elle dérange, c'est justement parce qu'elle touche quelque chose de vrai. Tu mérites ce que tu es capable de soutenir avec ton caractère. Ni plus, ni moins. Imagine la vie comme une balance. D'un côté, tes désirs, tes attentes, ce que tu crois te revenir. De l'autre, qui tu es réellement quand personne ne te regarde. Comment tu traites les autres, ce que tu fais de ton temps, si tu tiens tes engagements envers toi-même, si tu agis par peur ou par conviction. La balance ne ment jamais. La philosophie stoïcienne ne te dit pas de renoncer à de grandes ambitions. Au contraire, elle te dit quelque chose de bien plus utile. Travaille d'abord sur qui tu es, et ce que tu mérites viendra comme conséquence naturelle. Pas comme de la magie. Pas comme une promesse de développement personnel facile. Mais comme le résultat logique d'une construction intérieure solide. Il y a aussi une autre réalité. Souvent, ce que nous voulons avec le plus d'urgence est précisément ce qui nous convient le moins à cet instant. Une relation qui nous aveugle. Une reconnaissance qui nous détourne de notre croissance. Un gain rapide que nous ne savons pas gérer. La vie a parfois une manière étrange de nous donner ce que nous demandons, avant que nous soyons prêts à le recevoir. Et cela se termine rarement bien. Redéfinir le succès, ce n'est pas renoncer. C'est quelque chose de plus subtil. C'est arrêter de mesurer ta vie avec une mauvaise règle. Le succès, ce n'est pas atteindre un but. Le succès, c'est la personne que tu deviens en essayant d'y parvenir. Et ça, personne ne peut te l'enlever. Certaines personnes obtiennent tout ce qu'elles voulaient, et se sentent pourtant vides. Non pas parce qu'elles sont brisées, mais parce qu'elles ont construit l'édifice sans fondation. Et les édifices sans fondation, même les plus impressionnants, finissent toujours par s'effondrer. Parfois rapidement, parfois lentement, mais ils s'effondrent. Le philosophe stoïcien Épictète, né esclave et mort intérieurement libre, résumait cela en une phrase. Ne demande pas que les événements arrivent comme tu le veux. Veuille qu'ils arrivent comme ils arrivent, et tu seras heureux. Cela peut sembler être de la résignation. Ce n'en est pas. C'est l'acceptation profonde que la vie suit son propre rythme, et que lutter contre ce rythme depuis l'ego est épuisant et inutile. S'aligner avec ce que tu es réellement, avec ce que tu peux réellement donner, avec ce que tu mérites réellement. C'est là que se trouve la véritable énergie. Alors, avant de continuer, pose-toi une seule question, et laisse-la te déranger autant que nécessaire. Ce que tu poursuis en ce moment, l'as-tu mérité parce que tu es? Ou le désires-tu simplement parce que tu le vois chez les autres et que tu ressens un manque? Il n'y a pas de réponse parfaite. Mais il existe une réponse honnête. Et c'est la seule qui compte. Celui qui sait ce qu'il mérite a déjà fait la moitié du chemin. Mais cela ne sert à rien de le savoir. Si tu continues à chercher à l'extérieur ce qui doit être construit à l'intérieur. Le véritable point de départ n'est pas là où tu le crois. Chapitre 2.
le contrôle intérieur comme point de départ. Il y a une chose que presque tout le monde fait avec une facilité déconcertante. Blâmer. On blâme le patron, la crise, la famille, le quartier où l'on a grandi, la personne qui nous a quittés, le manque de temps, la chance qui n'arrive jamais. Et on le fait si naturellement que cela paraît presque logique. Mais il y a un problème, un vrai problème. Pendant que tu regardes à l'extérieur pour trouver des responsables, ta vie, elle, ne change pas. Personne ne viendra la transformer à ta place. Les stoïciens avaient un principe fondamental, la dichotomie du contrôle. Il existe deux types de choses dans la vie, celles qui dépendent de toi et celles qui ne dépendent pas de toi. Et la véritable sagesse consiste à faire la différence clairement, puis à investir ton énergie uniquement dans les premières. Qu'est-ce qui dépend de toi? Tes pensées, tes décisions, tes habitudes, ta manière de réagir à ce qui t'arrive, ton effort, ton attitude quand tout va mal. Tout cela t'appartient entièrement. Qu'est-ce qui ne dépend pas de toi? Le temps qu'il fait, l'opinion des autres, les résultats que tu espères mais que tu ne contrôles pas totalement, l'économie, la santé des autres, les erreurs du passé. S'y accrocher, c'est comme essayer de retenir de l'eau avec les mains fermées. Tu ne fais que t'épuiser. Imagine un marin qui passe toute sa traversée à se plaindre du vent, à insulter les vagues, à lutter contre les courants. Il arrive épuisé, frustré, avec un bateau abîmé. Pendant ce temps, un autre marin apprend à utiliser le vent, ajuste ses voiles, s'adapte à la mer. Celui-là arrive toujours à destination. Ne plus blâmer l'extérieur ne signifie pas nier les difficultés. Ce n'est pas dire que tout va bien. C'est une décision stratégique. C'est choisir où placer ton énergie. Et ceux qui comprennent cela tôt dans leur vie possèdent un avantage considérable sur les autres. Parce que pendant que les autres gaspillent leur énergie à lutter contre ce qu'ils ne peuvent pas changer, eux l'investissent dans la seule chose qu'ils peuvent réellement transformer, eux-mêmes. L'autodiscipline, que l'on idéalise tant et que l'on pratique si peu, n'est rien d'autre que cette capacité. La capacité de te dire à toi-même ce que tu dois faire. Même quand tu n'en as pas envie. Même quand le canapé t'appelle. Même quand tout, autour de toi, t'invite à la facilité. C'est cela, la vraie liberté. Pas la liberté de faire ce qui te plaît à chaque instant, mais celle de construire la vie que tu veux, malgré tout. Et entraîner ton esprit à se concentrer sur l'intérieur ne demande ni une retraite dans une montagne lointaine, ni des années de méditation. Cela commence par une question simple, que tu peux te poser dès maintenant. Ce qui me préoccupe, me frustre ou m'angoisse. Dépend-il de moi ou non? Si cela dépend de toi, agis. Si cela ne dépend pas de toi, lâche prise. C'est aussi simple, et aussi difficile que cela. Mais il y a une nuance importante. Cela ne signifie pas que tu es seul au monde. Cela ne veut pas dire que tu n'as besoin de personne, ni que l'environnement n'a aucun impact sur toi. Bien sûr qu'il en a un. La différence, c'est que tu choisis l'importance que tu accordes à cette influence. Tu décides si une critique venant d'un inconnu doit ruiner ta journée, ou si tu l'écoutes, l'évalues, et la laisses partir si elle n'a aucune valeur. Cette capacité de filtrer, de distinguer ce qui mérite ton attention de ce qui ne la mérite pas, est l'une des compétences les plus précieuses que tu puisses développer. Et comme tout muscle, elle se travaille. Avec répétition, avec patience, avec la volonté de te poser, encore et encore, la même question chaque fois que quelque chose te déstabilise. Est-ce que cela dépend de moi ou non? Et d'agir en conséquence. Les stoïciens appelaient cela l'hégémonikon, la faculté directrice de l'esprit. Cette part de toi qui observe, évalue et décide. Pas l'impulsion, pas la réaction immédiate. C'est la partie de toi capable de prendre du recul, de voir la situation dans son ensemble avant d'agir. Cultiver cette instance intérieure est le travail d'une vie. Mais le premier jour, c'est aujourd'hui. Et la première victoire que tu dois remporter, c'est celle que tu livres contre toi-même chaque matin. Tu connais désormais ton point de départ. Tu sais où placer ton énergie. Mais il y a quelque chose d'aussi important que savoir agir, savoir lâcher. Et ce qui suit est peut-être la chose la plus contre-intuitive que tu entendras aujourd'hui. Chapitre 3, le détachement comme force silencieuse. Je vais te dire quelque chose qui va à l'encontre de tout ce qu'on t'a appris. T'accrocher trop fortement à ce que tu veux, est précisément ce qui l'éloigne de toi. Oui, cela peut sembler étrange, peut-être même banal, comme une phrase sans profondeur. Mais reste un instant, car il y a ici quelque chose d'essentiel.
Quand tu t'accroches à un résultat avec désespoir, quelque chose change en toi. Quelque chose de subtil, mais puissant. Tu commences à agir depuis la peur de perdre, au lieu d'agir depuis la confiance en ce que tu peux construire. Tu projettes du manque au lieu de projeter de la valeur. Et cela se ressent. Les autres le ressentent. Les opportunités le ressentent. La vie, d'une certaine manière, le ressent aussi. Les stoïciens parlaient de détachement vis-à-vis des résultats extérieurs. Cela ne signifie pas que rien n'a d'importance. Cela signifie que ta paix intérieure ne dépend pas du fait que les choses se déroulent exactement comme tu l'avais prévu. Et cette différence est immense. Imagine un alpiniste. S'il grimpe uniquement pour atteindre le sommet, chaque obstacle devient une menace, chaque difficulté le déstabilise. Mais s'il grimpe en se concentrant sur la justesse de chaque pas, alors le sommet devient simplement la conséquence naturelle d'un chemin bien parcouru. Le second avance avec plus de calme, plus de ressources, plus de confiance. Il profite même du paysage. Le premier s'épuise. S'il arrive. L'incertitude nous effraie parce que nous croyons contrôler bien plus que nous ne contrôlons réellement. Mais l'incertitude a toujours été là. Et elle sera toujours là. La seule question est, vas-tu la laisser te paralyser ou apprendre à avancer avec elle? L'empereur stoïcien Marc Aurèle, qui gouverna l'un des plus grands empires de l'histoire tout en pratiquant cette philosophie au quotidien, écrivait dans ses réflexions. Aime ce qui t'arrive. Pas ce que tu aurais voulu qu'il arrive. Ce qui t'arrive réellement. C'est ce que les stoïciens appelaient amor fati, l'amour du destin. Pas une résignation passive, mais un engagement actif. La capacité de prendre ce que la vie place devant toi et d'en faire un matériau de construction. Et voici pourquoi le détachement améliore tes décisions. Quand ton équilibre émotionnel ne dépend pas de chaque résultat, tu penses plus clairement. Tu n'agis pas dans la panique. Tu ne dis pas des choses que tu regretteras par peur de perdre. Tu ne restes pas dans des situations qui ne te conviennent pas, simplement parce que le changement t'effraie. Le détachement te rend plus libre. Et la liberté te rend plus lucide. Et c'est ceci dès aujourd'hui. Avant de prendre une décision importante, demande-toi, est-ce que j'agis par peur de perdre ou par confiance en ce que je peux construire? La réponse t'en dira long sur ton état intérieur. Et si tu veux aller plus loin, pratique un exercice simple que les stoïciens utilisaient, sans lui donner de nom moderne. Lorsque tu désires quelque chose intensément, arrête-toi un instant et pose-toi cette question. Que se passerait-il si je ne l'obtenais pas? Pas pour te décourager, mais pour réaliser que, dans la plupart des cas, tu serais toujours là. Tu serais toujours toi. Tu pourrais toujours avancer. Vu sous cet angle, le désir perd une partie de son pouvoir. Il ne t'étrangle plus. Et lorsque le désir cesse de te tenir, paradoxalement, tu peux le poursuivre avec plus de liberté et beaucoup moins d'angoisse. Parce que tu agis par choix et non par désespoir. Et l'énergie du choix n'a rien à voir avec celle du désespoir. Les autres le ressentent. Les circonstances le reflètent. Et toi-même, tu le perçois dans la manière dont tu te sens, selon l'endroit intérieur depuis lequel tu agis. Celui qui n'a rien à perdre n'a rien à craindre. Et possède déjà tout ce dont il a besoin pour gagner. Très bien, tu sais désormais lâcher prise. Mais lâcher prise sans direction, c'est simplement se perdre. Ce qu'il te faut maintenant, c'est quelque chose que très peu de gens prennent réellement au sérieux, et qui fait toute la différence entre ceux qui avancent et ceux qui tournent en rond. Chapitre 4, la clarté du but. Pose-toi cette question, ici et maintenant, avec honnêteté. Sais-tu pourquoi tu te lèves chaque matin? Pas la réponse automatique. Payer des factures, attendre le week-end. Le vrai pourquoi. Celui qui donne du sens à tout le reste. Si tu n'as pas de réponse claire, ne t'inquiète pas. La plupart des gens n'en ont pas. Et c'est précisément là que naît une grande partie du mal-être moderne. Nous passons nos journées à faire des choses, sans vraiment savoir pourquoi nous les faisons. La clarté du but n'est pas un luxe philosophique réservé à ceux qui ont du temps. C'est une nécessité pratique. Car sans but clair, tout devient urgent, et rien ne devient important. Tu te transformes en pompier de ta propre vie, courant d'un problème à l'autre, sans jamais construire quelque chose de durable. Les stoïciens étaient très clairs là-dessus. Vivre avec sens, c'est aligner chaque action avec ses valeurs les plus profondes. Pas avec les tendances, pas avec les attentes des autres, mais avec ce que toi, tu considères réellement comme essentiel. Et cela demande une chose simple, mais exigeante. Savoir ce qui compte vraiment pour toi. Imagine une boussole.
Peu importe où tu es. Peu importe la tempête. Elle indique toujours le nord. Tes valeurs sont cette boussole. Quand elles sont claires, tu peux traverser le chaos en sachant où aller. Quand elles ne le sont pas, le moindre vent te déporte. Il existe un piège courant, confondre l'urgent et l'important. Les notifications sont urgentes. Les réunions inutiles sont urgentes. Les distractions numériques sont urgentes. Mais elles sont rarement importantes. L'important, lui, avance lentement, mais pèse lourd. C'est la conversation que tu repousses depuis des mois. Le projet qui définit qui tu es. La personne que tu choisis de devenir. Éliminer les distractions, externes comme internes, n'est pas une austérité extrême. C'est un acte de respect envers ton temps et ton énergie. Chaque fois que tu dis oui à ce qui ne te rapproche pas de ton but, tu dis non à ce qui pourrait réellement t'y conduire. Simple, constant, inévitable. La cohérence entre ce que tu dis important et ce que tu fais réellement produit une sensation rare. L'intégrité, pas une idée abstraite, mais une expérience intérieure. Le sentiment que ce que tu fais et ce que tu es sont alignés. Et cette paix-là, aucun succès extérieur ne peut te la donner. Fais un test simple. Note 3 choses qui comptent réellement pour toi. Pas celles qu'on t'a apprises. Les tiennes. Puis regarde ta dernière semaine. Combien de temps et d'énergie as-tu réellement consacré à ces 3 choses? La réponse peut être révélatrice. Elle peut être inconfortable. Souvent, elle est les deux à la fois. Car l'écart entre ce que tu dis valoriser et ce que tu fais réellement est le meilleur indicateur de la vie que tu es en train de construire. Pas celle que tu annonces, celle que tu vis. Et s'il y a un écart, ce n'est pas le moment de te juger. C'est le moment de le réduire. Un jour à la fois. Une décision à la fois. Un acte cohérent à la fois. Celui qui connaît sa direction ne perd pas de temps à débattre du chemin. Très bien. Tu sais où aller. Mais voici la question la plus inconfortable. Es-tu prêt à avancer dans cette direction chaque jour? Même sans motivation, même sans résultats immédiats? Chapitre 5. L'action constante sans attente. Voici une vérité difficile à entendre, mais essentielle. Le problème, ce n'est pas toi. Le problème, c'est ta relation aux résultats. Nous sommes obsédés par les résultats. Les chiffres, les indicateurs, la progression visible, la distance qui nous sépare de l'objectif. Et cette obsession, qui semble motivante, est en réalité l'un des plus grands freins à l'action durable. Car lorsque les résultats tardent, ou qu'ils arrivent différemment de ce que tu imaginais, tu te décourages. Et tu abandonnes ce que tu devais continuer. La philosophie stoïcienne est très claire ici. Ne t'obsède pas de ce que tu ne contrôles pas, les résultats. Concentre-toi sur ce que tu contrôles, la qualité de ton action. Agis bien, agis pleinement, puis laisse le résultat suivre son cours. Non pas parce qu'il est sans importance, mais parce qu'il dépend de trop de facteurs hors de ton contrôle. Il y a une idée puissante ici. Faire de l'effort une récompense en soi. Cela peut sembler abstrait, mais c'est très concret. Quand tu trouves de la valeur dans le fait même de bien faire les choses, quelque chose change. Tu n'as plus besoin d'approbation extérieure pour continuer. Tu ne dépends plus des applaudissements, ni des résultats immédiats. Et cela te rend résistant à une immense quantité de frustration. Pense à un pianiste. Il ne pratique pas uniquement parce qu'un concert approche. Il pratique parce que jouer juste est sa manière d'exister. Chaque répétition a du sens. Chaque note travaillée est déjà une fin en soi. Le concert, lorsqu'il arrive, n'est que la conséquence visible de milliers d'heures déjà pleines de sens. Éviter la frustration liée au résultat n'est pas simple. Cela va à l'encontre de tout ce que l'on nous a appris. Mais c'est précisément là que commence une liberté que peu de gens atteignent. Mais c'est une compétence qui s'entraîne. Et la manière la plus simple de la développer est la suivante. À la fin de chaque journée, ne te demande pas ce que tu as obtenu. Demande-toi, ai-je fait ce que je devais faire? Si la réponse est oui, alors ta journée est une réussite. Peu importe ce qu'elle t'a apporté, ou non. Au fond, la discipline quotidienne est le seul véritable secret de ce que beaucoup appellent l'attraction. Pas la version simplifiée des slogans motivants. La véritable attraction, celle qui fonctionne, naît du fait de devenir quelqu'un qui agit conformément à ce qu'il dit, qui maintient sa trajectoire quand personne ne regarde, qui se présente chaque jour, même lorsque le ciel est gris. C'est cette constance qui forge le caractère. Et c'est le caractère qui attire ce que tu mérites réellement.
Il y a un dernier point essentiel concernant l'action constante, la fatigue décisionnelle. Nous passons nos journées à prendre une multitude de petites décisions. Quoi manger, quoi répondre, quoi regarder, quoi remettre à plus tard. Chacune de ces décisions consomme une part de ton énergie mentale et émotionnelle. Les stoïciens n'avaient pas de distraction moderne, mais ils comprenaient parfaitement l'importance de simplifier, d'éliminer le superflu pour concentrer leur énergie sur l'essentiel. Moins tu prends de décisions insignifiantes, plus tu conserves de clarté pour celles qui comptent vraiment. Simplifier, ce n'est pas se priver. C'est une stratégie. C'est choisir consciemment ou investir le meilleur de toi-même chaque jour, au lieu de te disperser dans 1000 directions. L'action constante ne consiste pas à faire beaucoup, mais à faire chaque jour, avec qualité, ce qui compte vraiment. Ne cherche pas la récolte chaque matin. Arrose la terre et fais confiance au temps. Mais que se passe-t-il lorsque cette constance se heurte à des émotions qui ne suivent pas? Que se passe-t-il lorsque la peur, la colère ou la tristesse prennent le dessus? Car cela arrivera. Et ce qui suit est peut-être l'outil le plus puissant de tout ce que tu as vu jusqu'ici. Chapitre 6. Maîtriser ses émotions pour retrouver l'équilibre. Personne ne te dira de ne pas ressentir. Ce serait absurde. Les émotions sont des signaux. Elles font partie de l'expérience humaine. Les ignorer serait aussi inutile que se boucher les oreilles face à une alarme. Mais il existe une différence fondamentale. Ressentir une émotion et être dominé par elle. Et c'est dans cet écart que se joue une grande partie de la qualité de ta vie. Les stoïciens n'étaient pas insensibles. Ils avaient simplement compris quelque chose que la science moderne confirme aujourd'hui. Entre le stimulus et la réponse, il existe toujours un espace, parfois minuscule, mais réel. Et dans cet espace, se trouve ta liberté. La première étape est de reconnaître tes réactions impulsives. Cela demande de te connaître, identifier ce qui te déclenche, ces situations ou ces personnes qui te font passer de 0 à 100 en quelques secondes. Celui qui connaît ces déclencheurs peut se préparer. Celui qui les ignore les subit. Une technique simple et redoutablement efficace consiste à pratiquer la pause volontaire. Avant de répondre à une situation qui t'a activé émotionnellement, attends. Pas quelques secondes. Parfois quelques minutes. Laisse la première vague passer. Puis, depuis un état plus calme, choisis ta réponse. Tu ne supprimes pas l'émotion. Tu décides simplement quand et comment elle s'exprime. Le calme n'est pas une faiblesse. C'est une force stratégique. Dans une négociation, celui qui reste calme pense mieux. Dans un conflit, il voit plus d'options. Dans l'adversité, il perçoit des opportunités là où d'autres ne voient que des obstacles. Réagir est automatique. Répondre est un choix. Quand tu réagis, tu subis la situation. Quand tu réponds, tu la maîtrises. Et cette différence, répétée des milliers de fois au cours d'une vie, produit des résultats radicalement différents. Il y a aussi une autre réalité. Les émotions que tu ne traites pas ne disparaissent pas. Elles s'accumulent. Elles deviennent du ressentiment, du cynisme, une forme d'amertume que certains finissent par confondre avec leur personnalité. Gérer ces émotions, ce n'est pas les réprimer. C'est leur donner de l'espace, comprendre ce qu'elles disent, puis décider avec lucidité. Le philosophe stoïcien Sénèque écrivait à propos de la colère qu'elle est une brève folie. Le danger n'est pas de la ressentir, mais d'agir sous son emprise. Les mots prononcés dans la colère blessent durablement. Les décisions prises dans la colère sont souvent irréversibles. Mais la clé qu'il proposait était simple. Attendre. Laisser passer la première vague. Puis seulement ensuite, parler, décider, agir. Cette attente, parfois de quelques secondes, parfois de plusieurs jours, fait toute la différence entre une réponse constructive et une réaction destructrice. Entraîne cette pause. Fais-en une habitude. Car l'équilibre émotionnel n'est pas un état permanent. C'est une pratique quotidienne. Chaque fois que tu choisis de répondre plutôt que de réagir, tu te rapproches de la personne que tu veux devenir. Celui qui apprend à maîtriser ses tempêtes intérieures ne craint plus celles du monde extérieur. Très bien. Tu réagis moins. Tu réponds davantage. Mais la vie continuera de te mettre à l'épreuve, souvent de manière inattendue. Et pour cela, il ne te faut pas plus de contrôle. Il te faut quelque chose de plus profond. Chapitre 7. La résilience face à l'adversité. Il y a une chose que tu peux considérer comme certaine. La vie se compliquera. Pas comme une menace. Comme une réalité. Les problèmes viendront. Les échecs apparaîtront.
Certaines personnes sur lesquelles tu comptais ne seront plus là. Les circonstances changeront, souvent au moment où tu t'y attends le moins. Ce n'est pas du pessimisme, c'est la vérité. La question n'est donc pas « Comment éviter tout cela ?» mais plutôt « Que fais-tu lorsque cela arrive ?» La philosophie stoïcienne propose une idée presque provocante. L'empereur Marc Aurèle l'exprimait ainsi. L'obstacle sur le chemin devient le chemin. Autrement dit, le problème n'est pas le problème. Le problème, c'est ce que tu construis à partir de lui. Et cela dépend de toi. Imagine un bambou. Lorsque la tempête arrive, il ne résiste pas par rigidité. Il plie. Il s'adapte. Puis, une fois la tempête passée, il se redresse. Plus fort. Non pas malgré le fait de s'être plié, mais précisément grâce à cela. La rigidité est une fragilité déguisée en force. La flexibilité est une force déguisée en faiblesse. Renforcer son esprit face à l'échec commence par changer le regard que l'on porte sur ce mot. L'échec n'est pas une condamnation. Ce n'est pas une identité. C'est une information. C'est la vie qui te dit « Cela n'a pas fonctionné de cette manière ». Ajuste. Apprends. Recommence avec davantage de compréhension. La résilience, si souvent mise en avant dans les discours, ne consiste pas à supporter la souffrance en silence. Elle consiste à garder un cap clair lorsque les circonstances deviennent difficiles. C'est la différence entre celui qui continue parce qu'il ne s'est pas abandonné et celui qui continue parce qu'il sait pourquoi il avance. Le second est infiniment plus puissant. Transformer les difficultés en croissance n'est pas une belle idée abstraite. C'est un processus concret. Quand quelque chose tourne mal, au lieu de te demander « Pourquoi cela m'arrive-t-il ?» demande-toi « Qu'est-ce que cela m'enseigne ?» Ce simple changement de question ouvre des portes que la plainte ferme définitivement. Les stoïciens pratiquaient également un exercice qui peut sembler étrange au premier abord. Imaginez l'échec à l'avance. Non pas pour se décourager, mais pour en réduire l'impact. En envisageant les pires scénarios et en te demandant ce que tu ferais dans chacun d'eux, tu découvres que tu possèdes plus de ressources que tu ne le pensais. Et que la plupart de tes peurs sont, en réalité, gérables. Ils appelaient cela la premeditatio malorum. Et cela fonctionne. Il existe cependant une confusion fréquente. Beaucoup assimilent la résilience à la simple endurance. Mais endurer, ce n'est pas être résilient. Endurer, c'est subir en silence en espérant que quelque chose change. Être résilient, c'est traverser la difficulté, en tirer un enseignement, puis choisir consciemment ce que tu fais de cette expérience. La différence ne réside pas dans la douleur, mais dans l'usage que tu en fais. Le stoïcisme n'a jamais demandé de nier la souffrance. Il demande de ne pas t'y installer comme si elle était ta demeure. De la traverser avec lucidité. D'en extraire ce qui a de la valeur. Puis de continuer à avancer. Pas en cachant tes cicatrices, mais en les assumant. Elles sont la preuve que tu es passé par là, que tu as vécu et que tu as continué. Ce qui te rend fort, ce n'est pas l'absence de chute. C'est la manière dont tu t'es relevé. Pas le nombre de fois où tu es tombé, mais la rapidité avec laquelle tu as choisi de te relever. Résister est essentiel. Mais il existe quelque chose de plus élevé que la simple résistance. Car si toute ton énergie est consacrée à survivre, tu ne construiras jamais rien de durable. Et c'est précisément là que tout bascule. Chapitre 9. Des relations fondées sur la vertu, non sur le besoin. Il existe une manière de se relier aux autres qui corrompt tout. Et elle est difficile à reconnaître, car elle se cache derrière l'affection, la proximité, l'attachement. Cette manière, c'est le besoin. Lorsque tu entres en relation à partir du manque, en cherchant validation, approbation, sécurité, confirmation de ta valeur, la relation devient fragile. Car tout ce qui repose sur le besoin vacille dès que l'autre ne répond plus à tes attentes. Et cela conduit, tôt ou tard, à la dépendance, au ressentiment ou aux deux. Les stoïciens parlaient d'une autre forme de lien. Une relation fondée sur la vertu. Un lien qui ne dépend pas du fait que l'autre te fasse sentir bien en permanence, mais du fait que vous partagez des valeurs, que vous grandissez ensemble, que vous vous dites la vérité, même lorsqu'elle dérange. Ce type de relation est rare. Et c'est précisément pour cela qu'il est précieux. Attirer des personnes alignées avec toi exige une condition préalable essentielle. Savoir clairement qui tu es et ce que tu défends. Sans cela, tu attires ce qui se présente. Et ce qui se présente n'est pas toujours ce qui te convient. Imagine deux types d'arbres.
L'un ne tient debout qu'en s'appuyant sur ce qui l'entoure, un mur, un autre tronc, n'importe quel support. L'autre possède des racines profondes et tient par lui-même. Mais lorsque deux arbres solides poussent côte à côte, ils forment une forêt. Et aucune tempête ne peut facilement l'abattre. Les meilleures relations sont de cette nature. Des individus enracinés qui choisissent de grandir ensemble. Éviter les relations de dépendance ne signifie pas s'isoler, ni devenir froid. Cela signifie entrer en relation depuis la plénitude et non depuis le vide. Cela signifie que tu ne cherches pas quelqu'un pour te compléter, parce que tu as déjà commencé ce travail toi-même. Et cela transforme profondément ce que tu donnes et ce que tu reçois. Il y a une base indispensable à toute relation authentique. L'honnêteté. Pas l'honnêteté brutale ou blessante, mais celle qui ose dire les choses difficiles avec respect. Celle qui ne se contente pas de dire ce que l'autre veut entendre. C'est cette honnêteté qui construit des liens solides. Tout le reste n'est qu'une mise en scène. Les apparences finissent toujours par épuiser. Et il y a enfin quelque chose que les stoïciens pratiquaient avec une grande conscience. Donner sans attendre en retour. Pas comme une stratégie, pas comme un calcul, mais comme l'expression naturelle de ce que tu es. Quand tu donnes depuis l'abondance, avec le désir sincère que l'autre aille bien, cela crée une énergie différente. Les autres le ressentent. Et souvent, ils rendent non par obligation, mais parce que la réciprocité humaine fonctionne ainsi. Il y a aussi une vérité qu'on dit rarement avec suffisamment de clarté. Il faut savoir laisser partir. Certaines personnes ont eu leur place dans ta vie à un moment donné, et ne l'ont plus aujourd'hui. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce que vos chemins ne vont plus dans la même direction. S'accrocher à ces liens par habitude, par culpabilité ou par peur de la solitude est l'une des fuites d'énergie les plus silencieuses et les plus destructrices. Les stoïciens comprenaient que les relations, comme tout dans la vie, ont leur propre cycle, et que respecter ce cycle signifie parfois lâcher avec gratitude, plutôt que retenir avec désespoir. Lâcher prise n'est pas trahir. Parfois, c'est la forme la plus honnête d'amour. S'entourer de personnes qui te poussent à grandir, qui te disent la vérité même lorsqu'elle dérange, qui se réjouissent de ton évolution au lieu de la craindre. Cela a infiniment plus de valeur qu'un grand nombre de relations superficielles qui te maintiennent exactement au même endroit. Au fond, la qualité de tes relations reflète la qualité de ton caractère. Celui qui donne sans compter, reçoit sans s'y attendre. Tu as désormais tout ce qu'il faut pour avancer avec solidité. Mais il reste une dernière pièce, peut-être la plus importante. Quelque chose de simple, et pourtant si difficile, que beaucoup le repoussent toute leur vie. Chapitre 10. Vivre en harmonie avec le présent. Voici une question que tu peux te poser dès maintenant. Depuis combien de temps vis-tu ailleurs qu'ici? Dans un passé qui n'existe plus, à rejouer ce qui s'est mal passé, ce que tu as dit, ou ce que tu n'as pas dit. Ou dans un futur qui n'existe pas encore. À t'inquiéter de ce qui pourrait arriver, de ce que tu dois accomplir, de tout ce qui te manque encore. Et pendant ce temps-là, le seul moment où tu peux réellement agir, le présent, s'écoule sans toi. Les stoïciens avaient une conviction claire. Le seul endroit où la vie existe réellement, c'est maintenant. Pas demain, pas hier. Maintenant. Et vivre pleinement dans cet instant est à la fois la pratique la plus ancienne et la plus révolutionnaire. Réduire l'anxiété liée au futur ne signifie pas arrêter de planifier. Cela signifie distinguer la planification utile, celle qui améliore ton action aujourd'hui, et la rumination inutile, celle qui t'épuise sans produire quoi que ce soit. Tu planifies, tu te prépares, puis tu reviens au présent, car lorsque le futur arrivera, il sera lui aussi un présent. Et c'est seulement à ce moment-là que tu pourras agir. S'inquiéter, en revanche, coûte beaucoup et ne produit presque rien. La gratitude, souvent réduite à une idée superficielle, est en réalité une pratique d'une puissance immense. Non pas parce qu'elle est agréable, mais parce qu'elle change le regard que tu portes sur ce que tu as déjà. Et lorsque ce regard change, tu réalises que tu possédais plus que tu ne le pensais. Et cette richesse, déjà présente mais invisible, commence à se révéler. Et c'est ceci. Chaque matin, avant que ton esprit ne s'emballe, identifie 3 choses simples que tu as déjà. Pas des exploits. Un café chaud. Une présence proche. Le simple fait d'être en vie. C'est simple, mais puissant. Car cela entraîne ton esprit à voir ce qui fonctionne, au lieu de se fixer sur ce qui manque. Et enfin, la sérénité. La sérénité n'est pas l'absence de problème. Cela n'existe pas.
La sérénité, c'est la capacité de rester toi-même au cœur du chaos, de ne pas perdre ton centre quand tout autour s'agite, d'agir avec clarté lorsque tout pousse à la confusion. La philosophie stoïcienne ne promet pas une vie sans douleur. Elle offre quelque chose de bien plus utile. Une vie avec du sens, une direction et l'équilibre nécessaire pour traverser ce qui viendra. Car au fond, c'est cela que nous cherchons tous. Pas une vie sans tempête, mais la capacité de rester nous-mêmes au milieu d'elle. Tu es arrivé au bout de ce chemin, mais pas au bout du travail. Car tout ce que tu viens de parcourir, comprendre ce que tu mérites, agir depuis l'intérieur, pratiquer le détachement, vivre avec un but, agir sans obsession, maîtriser tes émotions, développer ta résilience, construire ton caractère, créer des relations solides et habiter le présent. Tout cela ne vaut rien, tant que cela ne devient pas une pratique. Les stoïciens n'étaient pas de simples théoriciens, c'étaient des praticiens. Marc Aurèle n'écrivait pas ses pensées pour les publier, mais pour se rappeler, chaque soir, comment il voulait vivre le lendemain. Et c'est là le véritable secret. Ne pas seulement comprendre ses idées, mais les vivre. Progressivement, un jour à la fois, une décision à la fois, une pause à la fois, un acte d'intégrité à la fois. Tu n'as pas besoin d'être parfait, tu as seulement besoin d'être cohérent. Et être cohérent ne signifie pas ne jamais échouer. Cela signifie que lorsque tu échoues, tu reviens, sans drame, sans justification. Tu reviens, simplement. Il existe une pratique que les stoïciens effectuaient chaque soir et qui mérite de conclure tout ce que tu viens de parcourir. Marc Aurèle, Épictète et Sénèque, chacun à leur manière, pratiquaient ce que l'on pourrait appeler une révision quotidienne. Avant de dormir, ils se posaient des questions simples. Où ai-je failli aujourd'hui? Que aurais-je pu faire mieux? Ai-je agi selon mes valeurs? Ou me suis-je laissé emporter? Non pas pour se juger, non pas pour se culpabiliser, mais pour observer avec honnêteté, pour apprendre, sans porter le poids du jugement. Puis, le lendemain, ils recommençaient, avec ce qu'ils avaient appris, sans s'alourdir des erreurs de la veille. Ce cycle, agir, observer, corriger, est le véritable moteur de toute progression. Pas l'inspiration, pas la motivation passagère, mais ce processus discret, constant, répété chaque jour. Agir, voir où l'on s'est trompé, apprendre et recommencer. C'est cela qui construit, avec le temps, une vie que tu peux regarder avec respect. Pas une vie parfaite, une vie vécue en conscience. Et au fond, c'est tout ce que le stoïcisme propose. Et tout ce que tu peux commencer à construire. Dès maintenant. Ce que tu mérites t'attend déjà. Mais pas au bout d'un chemin fait de chance ou de circonstances favorables. Cela t'attend de l'autre côté de la personne que tu choisis de devenir. Et ce choix commence aujourd'hui. Ici. Maintenant. La vie ne récompense pas ce que tu désires, mais ce que tu construis, jour après jour, dans le silence. Si tu es arrivé jusqu'ici, pose-toi une dernière question. Qu'est-ce que tu vas réellement mettre en pratique dès aujourd'hui? Car tout commence là.